Takashi Murakami, un mec qui a retourné le monde entier en vendant les mêmes fleurs depuis plus de 30 piges. Par contre, sa spécificité, c'est que ces fleurs, elles ressemblent pas à ça, mais à ça, et ces fleurs, il peut les vendre pour 2 millions d'euros. J'en ai rien à foutre. Et ouais, ça change des vendeurs de roses à 2 euros, et il y a quelques zéros à aligner en plus sur le chèque si tu veux une de ses œuvres d'art, mais comme tout bon artiste qui se respecte aujourd'hui, Takashi Murakami a très bien su populariser, mais surtout commercialiser son art auprès du grand public. Si t'aimes bien son univers coloré, pour une centaine d'euros, tu peux choper des peluches Murakami, des tapis Murakami ou plus récemment des slides Murakami. Et au-delà de vendre ses propres bails dans son coin, c'est aussi les marques qui vont le chercher. Et genre littéralement toutes les marques de la plus prestigieuse à la plus banale. Louis Vuitton, Hublot, Suprême, Uniqlo, Perrier, Crocs, Vans, enfin bref, la liste est encore longue et tout le monde a l'air d'adorer l'univers très coloré et enfantin de Murakami. Enfin, ça c'est la facette que tout le monde connaît, mais il en existe une un peu plus sombre chez Takashi Murakami qu'on pourrait carrément taxer de détraquer. Par exemple là, je peux pas vous montrer, mais quand il fait pas de fleurs, il s'amuse à faire des statues grandeur nature de Son Goku en train de se Kylian le Mbappé et d'envoyer la sauce. Et il envoie vraiment, faut pas être intolérant au lactose hein. Je peux vraiment pas vous montrer, mais il agrippe son bail d'une manière les refs. Même Freezer il l'a jamais attrapé comme ça dans Dragon Ball Z. On parlait de la brolette de la raclette de Broly. Et donc vous l'aurez capté, Murakami c'est pas que des fleurs colorées, c'est aussi des bails un peu plus brossons. Alors laisse-moi te raconter l'histoire de ce bon vieux détraqué de Murakami, à tes risques et périls si tu t'aimes à cette vidéo jusqu'au bout. Nouvelle vidéo, mais surtout la dernière vidéo de Rapid Screw pour cette saison. Enfin, la dernière, oui et non. Pour les vrais de vrais qu'on subscribe, rendez-vous dimanche prochain. Pour les autres, on se pète plus tard. Hein. Et je vous rassure, on vous lâche pas comme ça. On finit ça en beauté avec un petit concours. La Origamilo drop ce 11 juillet à 19h sur shop.rapidscrew.com. Mais si t'as pas l'étal, tu peux tenter de la gagner sur Insta. Tu sais comment ça marche, tout est expliqué sur le post Insta. Après avoir parlé de cause, si ce n'est l'artiste le plus ancré dans le streetwear et la sneakers, et après avoir sorti la vidéo sur les designers japonais, fallait absolument qu'on vous fasse le mix des deux et qu'on vous parle de Murakami, un mec qui est connu et réputé mondialement dans le milieu très élitiste de l'art parce qu'il dessine des fleurs qui ressemblent à ça. Ah d'accord, ouais. Bon, comme d'hab, ça paraît extrêmement ridicule et improbable lorsque t'as que la finalité de l'histoire. Alors pour comprendre comment il arrive à vendre des dessins de fleurs dignes d'un cahier de coloriage à 2 millions d'euros et des statues de Son Goku qui se malaxent les Dragon Ball à 7 millions d'euros, bah vous l'aurez deviné, là il va vraiment falloir remettre énormément de contexte historique sur Takashi Murakami et son art. Tout débute en 1962 avec la naissance du petit Takashi. Il naît dans une famille loin d'être aisée avec un père chauffeur de taxi et une mère femme au foyer. Son principal divertissement quand il était gosse, c'était de théma les dessins animés sur la télé qui venaient de fraîchement débarquer à la maison. Évidemment, ceux qui ont suivi la vidéo sur les designers japonais, vous savez qu'à cette période, le Japon était énormément influencé par la culture américaine. Du coup, il jonglait entre culture américaine et japonaise, que ce soit à la télé, mais aussi dans le reste de sa vie, où il pouvait assister à des rituels bouddhistes le lundi, à des cours d'ancienne calligraphie japonaise le mardi, ou des expositions très occidentales dans des musées avec ses darons le week-end. Entre traditionnalisme et modernité. Comme énormément de japonais de son époque, on pense à des bouts comme Nigo, il sera toute sa vie tiraillé entre ces deux cultures, voire carrément ces deux univers complètement opposés, le traditionnalisme japonais et l'esthétique pop américaine d'après-guerre. Et ce tiraillement, il ira plus loin que ses centres d'intérêt personnels, ça sera aussi tout simplement l'histoire de sa vie, avec ses parents très traditionnels et stricts, qui par exemple l'emmenaient visiter des expos d'art, puis le forçaient à écrire des revues sur les expositions, sinon il lui donnait rien à graille. Alors que lui, miskin, il en avait pas grand chose à foutre, sa passion c'était les dessins animés, et son objectif de vie plus jeune était de devenir illustrateur, pas critique d'art. La bonne nouvelle, c'était quand même que ses parents étaient intéressés par l'art, et ils l'encourageaient même à aller dans une voie artistique. La mauvaise nouvelle par contre, c'est que pour eux, ces dessins de Golemont, c'était pas de l'art. Et du coup, il était à la fois si proche de ses objectifs, mais si éloigné. Dans les années 80, il réussit l'examen d'entrée à l'université des arts de Tokyo, là où il aurait pu apprendre l'illustration, et se lancer pleinement vers ses objectifs dans l'anime game. Mais il est un peu poussé vers des bails qui lui faisaient pas trop rêver. Du genre, il s'est retrouvé à faire des cours de Nihonga, un genre de peinture traditionnelle japonaise remixée avec les techniques du 19e siècle. Enfin bref, un bail très traditionnel, mais très éloigné de ce qu'il voulait vraiment faire à la base. Il continue quand même sa licence en art, il enchaîne au master et va jusqu'au doctorat. Oui, un doctorat d'art. Et il finira sa thèse en 1993 à 31 ans, avec comme sujet le sens du non-sens du sens. Mais oui, c'est clair. Bon, je sais pas trop ce qu'il a barré
baragouiner dans sa thèse, mais ça nous donne peut-être une piste de comment il est arrivé tout en haut du game. Il a l'air d'être pas trop mauvais dans le baratinage, et j'ai l'impression que dans le milieu de l'art contemporain, ça peut pas mal aider. Et on vous rappelle qu'à la base, être un grand nom de l'art contemporain, c'était absolument pas son objectif. Lui, il était toujours sur son idée de devenir illustrateur de dessins animés. Mais problème, le marché était saturé de fous dans les années 90, aucun studio n'avait de place pour lui, surtout qu'il était pas spécialement talentueux. Et c'est lui qui le dit, hein, pas moi. Et forcément, il avait beau avoir envie d'être illustrateur, il pouvait pas rester 10 piges à se tourner les pouces en attendant de se faire recruter. Fallait bien payer les factures. Et du coup, avant de percer, il sera surtout professeur d'art pendant une dizaine d'années quand même. Il a enseigné pendant 9 ans dans une école préparatoire d'art, mais il a aussi bossé 4 ans en tant que prof d'art plastique dans une école maternelle. Et clairement, il aurait pu rester là-dedans et juste finir prof pour le reste de sa vie. Mais tout changera lors d'une exposition où il découvrira l'art de Shinro Otake, un des artistes japonais les plus importants et avant-gardistes selon lui. Et ses œuvres bizarres qui mixaient plusieurs influences lui donneront le goût de s'intéresser à l'art contemporain. Mais là aussi, il y avait un tout autre problème. L'art contemporain, à cette époque, ça n'existait pas vraiment au Japon. Ou du moins, les Japonais n'étaient pas encore assez matrixés pour considérer une banane scotchée sur un mur comme de l'art. Et si tu voulais quand même te lancer là-dedans, fallait vraiment pas espérer faire de l'oseille. Du coup, Murakami se lance quand même dans cette niche, mais il finit par partir à New York dans les années 90 avec pas un rond en poche et un anglais très approximatif. Be you. Be proud of you because what we want to do. Là-bas, lui, il était dans un sacré bourbier, mais son art pouvait enfin exister puisqu'il était maintenant à New York, le centre névralgique de l'art contemporain, là où on a vu naître les plus grands artistes contemporains, mais aussi l'art le plus cher de l'époque. Alors pourquoi New York était autant en avance dans l'art contemporain et la vente de bails improbable pour des millions de dollars? Certains diront que bizarrement, New York, c'est aussi le monde de la grosse finance, là où il y a du pognon à blanchir. Mais bon, ça, c'est probablement juste un hasard. Vous nous prenez vraiment pour des cons? C'est là-bas qu'il s'ouvrira une fenêtre vers le monde. Son succès viendra d'une relation étroite entre le Japon et les États-Unis, que ce soit lui en voyageant sur place et en se faisant un réseau, ou des galeries d'art japonaises qui l'ont plug à l'international, ou même des books comme Nigo qui lui ont fait la passe D pour se plug au Pharrell Williams ou Kanye. Mais avant ça, Murakami c'était Mr. Dob, son personnage phare au début des années 90, bien avant ses fleurs. Et ce qu'il fera connaître dans la scène mondiale, c'était toujours pas ses fleurs qui n'existaient pas encore, et certaines de ses œuvres un peu plus provocantes, comme Hiropon en 1994 et My Lonesome Cowboy en 1998, qui sont littéralement Bulma et Son Goku à Walp qui déversaient généreusement du lactose via leurs orifices respectifs. Bon, pour ceux qui le savent pas, Murakami c'est un mec un peu bizarre. Dites-vous, il fait la collection de ses ongles, de sa barbe, de la peau de ses panards, et honnêtement là je pense qu'il nous a montré que ce qu'il pouvait nous montrer, parce qu'à mon avis il y a probablement des jarres de merde qui doivent traîner dans ses armoires. Ah frérot, si t'invites à grailler chez lui, faut vraiment pas se tromper de bocal, hein. Sinon ton Nutella il va avoir un goût bizarre. Cette matière, c'est de la merde. Pendant son grind, son art évoluera énormément. En 1999, il publiera le manifesto du Superflat, un style d'art qu'il a inventé, mélangeant les mouvements artistiques japonais, les mangas, l'animé, un peu toute la culture pop japonaise. Et c'est à partir de ça que quelques années plus tard, en 2001, naîtront les fameuses Flowers de Takashi Murakami. C'est aussi à cette période qu'il se pluguera vraiment avec la sphère UP des States, et notamment new-yorkaise. La connexion avec le designer new-yorkais Marc Jacob lui permettra de collab avec Louis Vuitton en 2003, et c'est clairement ce qu'il a mis dans la map dans la sphère plus commerciale. Murakami, en plus d'être pris très au sérieux dans le monde de l'art, on disait carrément de lui qu'il avait le potentiel de devenir le prochain Andy Warhol, il était aussi plug avec l'univers plus pop. On le voyait poser pour Bape de Nigo, bosser avec Kanye West ou Pharrell Williams, et de là, le Murakami très commercial naîtra et se développera dans énormément de domaines. Il se lancera dans l'animation, le merch, les collabs, et en 20 ans, il est passé de l'artiste d'art contemporain de niche à une référence de l'art mainstream et commercial. C'est un des artistes qui monétise le mieux son art, vraiment il a poncé son bail dans tous les trucs où tu peux faire de l'oseille, le merch, les NFT, les collabs, il est vraiment partout. Murakami, c'est un peu la touche de folie que les marques s'octroient. C'est devenu un fusible qui permet par exemple à Hublot de faire ce genre de pièces qui, sans Murakami, pourrait paraître flopesque, bancal ou même presque de mauvais goût. C'est pareil pour sa paire de slides que les gens se sont arrachés, tout simplement parce que c'est un objet imaginé par un designer réputé et validé par l'élite, et les gens adorent avoir un objet pensé par un designer coté. Mais si on est très honnête, t'enlèves Murakami, sa slide, elle se tape difficilement avec la Shark Slide de Temu, hein. Mais cette façade très colorée et commerciale en cache en réalité une autre. En dehors de ses œuvres pop et enfantines, il a aussi des œuvres traitant de termes plus bressons, le sexe, la drogue,
ou la mort. Et au-delà de traiter de thèmes différents, il y a aussi une DA différente, comme s'il existait deux Murakami. Il y a une dualité entre plaire au plus grand nombre et séduire les masses, avec des œuvres hyper lissées, et faire littéralement l'inverse, à confronter des sujets tabous de la société que les gens préfèrent cacher, ou du moins pas se les prendre en pleine gueule. Littéralement. Enfin bref, vous l'aurez capté, Murakami c'est un peu plus qu'un bouc qui dessine des fleurs. Il y a aussi des œuvres plus trash on va dire, mais il défend son art plus mainstream comme étant une critique de la société de consommation. C'est un peu comme Demna chez Balenciaga et la plupart des artistes de notre époque, un genre d'anticapitalisme de surface au profit du capital. Rien de bien nouveau sous le soleil, ça vaut ce que ça vaut, mais toi, t'en penses quoi de Murakami? Quand on tire, on raconte pas sa vie, on perd pas son art, que des dégâts rodaf, t'as Kadhafi. Quand tu rentres dans le bac, la juge me prend pour un salafiste, pourtant je vends que de la canne, pourtant je bois que de l'alcool. Tous les jeunes bad boys sont derrière moi, c'est calme. On est 25 dans la smart, ça snipe une raclée à pattes, elle est chicha, elle est smart. Jackpot, wesh les mecs, toujours dans le bloc, je les